Imaginons un instant, juste un instant, qu'un architecte conçoive une maison. Ok, je te suis. Et dans cette maison, chaque meuble de la pièce principale, genre les canapés, les fauteuils, la petite table basse, absolument tout est minutieusement orienté vers un seul et unique mur noir. Un mur totalement vide. Ah ouais, vu comme ça fait un peu... Enfin, ça fait un peu secte étrange, non? Mais carrément, si on entrait là-dedans, on se dirait que c'est une installation artistique un peu angoissante ou un truc rituel bizarre. Et pourtant, si on y réfléchit bien, c'est exactement la façon dont, c'est pas, 99% de nos salons sont aménagés aujourd'hui. C'est clair. L'intégralité de notre espace de vie converge vers un seul truc, un rectangle noir. Et le pire, c'est que ce fameux rectangle, il possède une force gravitationnelle qui est juste fascinante. Je veux dire, ça ne demande absolument aucun effort. Physique. Zéro. Zéro effort cognitif non plus. Et en échange, le truc te promet une évasion immédiate, infinie, sans bouger de ton canapé. C'est le triomphe absolu de la facilité sur notre environnement. Ce qui nous ramène direct à ce qu'on explore depuis quelque temps dans nos sources. Tu sais, cette fameuse phase, la phase laser. Ouais, la protection de l'attention. Exactement. Et l'idée de protéger farouchement notre attention contre absolument tout ce qui cherche à la capturer. Donc on a abordé la manière de verrouiller nos smartphones, on a construit des espèces de forteresses autour de nos boîtes mail. Et ça fait du bien, d'ailleurs. Ah, ça fait un bien fou. On a l'impression d'avoir repris le contrôle de nos vies. Mais honnêtement, quand on lit les documents d'aujourd'hui, on réalise que ces petites victoires, ça ressemble presque à de simples escarmouches. Parce qu'il reste le boss de fin. Voilà, le boss de fin colossal qui trône tranquillement en plein milieu de notre foyer, la télévision. La fameuse. Et tu sais, pour mesurer l'ampleur du phénomène, il faut regarder les statistiques de consommation qu'on a dans nos documents. Et franchement, elles ont de quoi donner le vertige. Vas-y, annonce les chiffres pour voir. En moyenne, un adulte américain passe 4,3 heures par jour à regarder la télévision. 4,3 heures par jour. C'est délirant. Et attention, pour ceux qui nous écoutent depuis d'autres régions du monde, genre l'Europe, et qui se disent « Oh, ça va, c'est les Américains ». Ben non, la moyenne mondiale n'est pas vraiment une échappatoire. Dans la plupart des pays occidentaux, on oscille allègrement entre 3h30 et 4 heures de visionnage quotidien. Ouais, donc on n'est pas mieux lotis, quoi. Mais attention, mais ça bout à bout sur une semaine, 4 heures par jour, on dépasse les 28 heures. Exactement. C'est littéralement l'équivalent d'un emploi à temps partiel. C'est un mython passé devant l'écran. Ouais. Sur une vie entière, ça représente des décennies passées à l'état de veille et les yeux fixés sur un rectangle lumineux. Mais tu vois, en lisant nos sources, je me disais que la véritable tragédie, c'est pas seulement le nombre d'heures brutes. C'est la nature de ce temps-là. C'est ça. C'est pas un temps qu'on a consciemment choisi d'investir. C'est un temps qui nous arrive dessus, en fait. Il est aspiré par la structure même de notre quotidien. Ouais, et si on analyse un peu le mécanisme neurobiologique là-dessus, parce que c'est important de comprendre pourquoi on fait ça, il faut se rappeler que le cerveau humain, c'est un organe qui est incroyablement gourmand en énergie. Il consomme un max. Voilà. Sa priorité absolue, et ça c'est le fruit de millions d'années d'évolution, c'est de conserver ses calories. Donc prendre une décision, engager une conversation complexe avec son partenaire, ou même juste démarrer une nouvelle activité, ça demande un vrai effort cognitif. Alors que s'asseoir, Toujours choisir le chemin de la moindre résistance. C'est automatique. c'est de la flemme biologique en gros. Mais du coup, c'est là qu'il faut bien préciser notre intention pour l'immersion d'aujourd'hui. Parce que la révélation ici, ce qu'on essaie de décortiquer, c'est pas de faire la morale en disant « la télévision c'est mal, c'est le diable ». Non, surtout pas. Le but, c'est pas de jeter son écran par la fenêtre et d'aller vivre dans une grotte. D'ailleurs, il y a une citation de Steve Jobs dans nos textes qui résume parfaitement cette complexité. Ah oui, je l'aime beaucoup celle-là. Il disait, en gros, shit de mémoire, « La télévision est la technologie la plus destructrice que je connaisse, mais à son meilleur, elle est formidable. » Et c'est tellement vrai. On vit l'âge d'or des séries, des documentaires incroyables. Complètement. L'objectif, c'est pas de devenir des ermites de la culture pop. L'enjeu, tel que c'est présenté dans notre analyse, c'est de transformer un automatisme, ce fameux réglage par défaut, en un événement vraiment exceptionnel. Et pour comprendre l'emprise de ce réglage par défaut, c'est là qu'on revient à notre idée de départ. Faut regarder notre salon. La télé, c'est plus juste un appareil électroménager, quoi. C'est le boss de l'aménagement intérieur. C'est l'architecte en chef. Grave. Le message physique de la pièce, il est silencieux, mais il est super agressif, en fait. Il te crie « Assieds-toi là, regarde droit devant toi et consomme ». Ouais, c'est exactement ça. J'aime bien utiliser cette analogie. C'est comme si, je sais pas, c'est comme si on laissait une boîte de cookies ouverte, posée en plein milieu de la table basse du salon. Oula, danger. Bah oui. Si la boîte est là, juste sous ton nez, et que tu rentres fatigué du boulot,
tu vas taper dedans sans même y penser. Alors que si la boîte est tout en haut d'un placard de la cuisine, Tu vas y réfléchir à 2 fois avant de prendre un escabeau. c'est ça. Du coup, notre attention coule vers l'écran, comme l'eau d'une rivière trouve toujours le chemin le plus facile. Il faut construire un barrage. Et la première tactique évoquée par nos sources, tu vas voir, elle est d'une simplicité désarmante, mais elle paraît complètement folle. C'est de modifier l'architecture de la pièce. Tourner le putain de canapé. Ouais, c'est briser la symétrie de la distraction. Le truc, c'est de pivoter ce canapé, orienter les fauteuils pour qu'ils se fassent face les uns aux autres, plutôt que de faire face au fameux mur noir. Mais attends, je vais me faire l'avocat du diable une seconde, parce que quand j'ai lu ça, je me suis dit, ok, super idée sur le papier, mais en vrai, je tourne mon canapé, ok, mais quand je vais recevoir des amis ou juste m'asseoir avec ma famille le soir, ça va être atrocement gênant, non? Ah, mais totalement. On est tellement habitué à avoir ce troisième point d'attention, ce feu de camp numérique. Si tu l'enlèves, on fait quoi? On se regarde dans le blanc des yeux pendant 2 heures? Mais c'est là que c'est brillant. Cette sensation de gêne, cet inconfort initial, c'est précisément le but recherché. Ah ouais. Oui, c'est l'indicateur que l'autisme est rompu. Quand les sièges se font face, l'activité par défaut redevient l'échange, la conversation. Ou même juste lire un livre chacun de son côté mais ensemble. Et si quelqu'un veut vraiment regarder la télé dans ce nouveau salon? Il va devoir se contorsionner. Exactement, il doit faire un effort physique, genre tourner la tête de façon super inconfortable, ou même carrément déplacer un meuble lourd. On rend le truc passif, physiquement pénible. On introduit de la friction dans le système, en fait. C'est le mot-clé, la friction. Si tu regardes l'industrie de la tech aujourd'hui, la friction, c'est leur ennemi public numéro 1. Ils veulent que tout glisse. Ils dépensent des milliards de dollars en recherche et développement dans un seul but, unique, éliminer la moindre fraction de seconde d'attente, le moindre clic en trop entre toi et la dopamine. Le lancement automatique du prochain épisode sur Netflix. C'est l'exemple parfait. Il supprime la friction de la décision. T'as même plus à choisir de continuer, tu dois choisir d'arrêter, ce qui demande de l'énergie. Bon, alors, admettons qu'on ait vaincu notre salon. On a tourné le canapé, on a transpiré. Mais si on fait quand même l'effort d'allumer l'écran, le logiciel qui est dedans utilise les mêmes pièges psychologiques. Et il y a un passage spécifique dans nos textes qui m'a frappé, ça concerne les chaînes d'information en continu. Ah oui, le fameux BFM ou CNN local. C'est ça. Le conseil du livre, c'est pas de dire « regardez-les un peu moins », c'est de les supprimer de notre vie. Purement et simplement. Terminé. Et pour bien saisir pourquoi c'est nécessaire d'être aussi radical, il faut analyser comment ces chaînes opèrent sur notre système nerveux. Parce que, en fait, elles ne sont pas du tout structurées pour distribuer de l'information. C'est pas du journalisme, quoi. Leur structure profonde, elle est faite pour captiver l'attention via un cycle perpétuel d'anxiété. Tout leur modèle économique repose sur l'activation de notre amygdale. Le petit truc dans le cerveau pour la survie. C'est ça, la partie responsable de la détection des menaces. Donc en gros, ça déclenche nos instincts primaires de survie non-stop. Continuellement. Tu vois les gros bandeaux rouges alertes, la musique dramatique avec les percussions, la mise en scène où tout le monde s'engueule sur le plateau. Tout ça, ça maintient ton cerveau dans un état d'hypervigilance. C'est épuisant. Ça crée une vraie dépendance chimique. Une dépendance à l'adrénaline et au cortisol, qui sont les hormones du stress. Donc, quand on laisse une chaîne d'infos allumée en bruit de fond pendant qu'on dîne ou qu'on plie le linge... Que plein de gens font. Ouais. En faisant ça, on accepte de se faire administrer du stress par voie intraveineuse, direct dans son salon. C'est fou quand on y pense. Et je crois que c'est une distinction cruciale à faire pour ceux qui nous écoutent. Il y a une différence monumentale entre le besoin d'être un citoyen informé et le fait d'être diverti par l'angoisse. C'est très bien dit. Prendre le temps de lire un bon gros résumé de l'actualité le matin avec son café, ou de décortiquer un article de fond le week-end, ça, c'est s'informer. Mais regarder 2 mecs en costume s'écharper en direct sur une rumeur même pas vérifiée, c'est juste du bruit neurologique. Et ça nous amène directement à la question de l'intention. L'information en continu exploite notre peur, ok? Mais le divertissement sur demande, Netflix, Prime, Disney et compagnie, ça exploite un autre biais psychologique, hyper vicieux. L'illusion du buffet à volonté. Ah là là, le fameux scroll infini. Ce moment super tragique où tu passes genre 45 minutes à errer comme une âme en peine dans les menus. T'es épuisé par l'abondance. Mais grave, t'as 50 000 films et au final tu finis par lancer un épisode de Friends ou de The Office que t'as déjà vu 12 fois. Ce comportement absurde, c'est le produit direct du modèle d'abonnement, hein. Pense-y, vu que tu as déjà payé en début de mois et que l'accès est illimité, le coût perçu de chaque nouveau truc que tu regardes, il est de 0. Ouais, dans ma tête, c'est gratuit à ce moment-là.
Donc le réglage par défaut dans ton cerveau, ça devient juste « Tiens, allons voir ce qu'il y a ». Et exactement comme dans un vrai buffet à volonté au resto asiatique du coin, quand tout est dispo sans friction, tu finis toujours par remplir ton assiette avec des trucs dont tu n'avais pas vraiment envie. Les fameux beignets froids train de service. Exactement, tu manges par inertie. Du coup, la solution de nos sources, elle est radicale aussi, hein. On annule tous ces abonnements, on coupe tout. Et on passe à un modèle à la carte, c'est-à-dire qu'on loue ou on achète le film à l'unité. C'est le retour à la location vidéo, version numérique. Sauf que là encore, je vois une énorme objection émerger quand on lit ça. Si on coupe tous les accès aux plateformes, on va payer un coût social énorme, non? Je veux dire, comment tu participes aux discussions devant la machine à café si t'as pas vu la série dont tout Twitter parle? On risque pas de s'isoler culturellement de faire ça? C'est une angoisse hyper légitime, mais qui repose sur une idée fausse. C'est l'idée qu'il faudrait absolument tout regarder pour rester connecté aux autres. Passer à la carte, ça veut pas dire vivre dans une grotte et renoncer à la culture pop. Ok, donc on fait comment? Ça veut juste dire qu'on remplace une consommation passive dictée par un algorithme par un choix qui est hyper intentionnel. S'il y a une série qui est vraiment au cœur de ton groupe d'amis et que tu as un vrai désir de la voir, ben la méthode à la carte te permet tout à fait d'acheter juste cette saison-là. Ouais, le changement de paradigme, il est vraiment là. Tu te dis plus qu'est-ce que je pourrais bien laisser tourner ce soir pendant que je mange mes pâtes? Tu te demandes est-ce que j'ai viscéralement envie de voir ce film précis, au point de sortir ma carte bleue, de taper les numéros et de payer 4 € pour le louer? Voilà, et ces 4 euros, c'est pas juste une question de budget, c'est un filtre mental incroyable. C'est le filtre anti-médiocrité par excellence. C'est la réintroduction volontaire d'une putain de friction financière. Et d'ailleurs, si on pousse cette philosophie de la friction à son maximum, il y a un passage dans les documents qui propose une alternative matérielle à la télé. Ah oui, l'idée du projecteur. J'avoue, quand j'ai lu ce passage, mon cerveau a un peu buggé. Les mecs te disent de te débarrasser du téléviseur et de le remplacer par un vidéoprojecteur avec un écran enroulable. C'est audacieux. C'est un cauchemar, ouais. Attends, installer un projecteur au milieu du salon, dérouler un écran blanc géant, tirer les câbles d'alimentation pour pas se prendre les pieds dedans, régler la netteté de l'image, brancher les enceintes Bluetooth, devoir faire tout ce cirque un mardi soir de novembre, quand tu rentres du taf épuisé et que tu veux juste décompresser, mais personne n'a envie de s'infliger ça. Et c'est là toute la beauté du truc. La lourdeur de l'installation, c'est pas un défaut, c'est littéralement la fonctionnalité principale. Ah, tu veux dire que c'est fait pour te décourager? Bah oui, si sortir le projecteur est une épreuve insurmontable un mardi soir parce que t'es crevé, il se passe quoi en pratique? Eh ben, tu laisses tomber, tu l'allumes pas. Exactement. Tu finis par ouvrir un livre, tu discutes avec la personne qui partage ta vie, ou alors tu vas juste te coucher plus tôt parce que ton corps en a besoin. La friction logistique détruit l'envie de zapper, en fait. Le réglage par défaut est neutralisé par notre propre flemme. C'est l'aïkido de la flemme. Mais à l'inverse, projette-toi un samedi soir. T'as loué un film que t'attends depuis des mois, t'as préparé des bons trucs à grignoter, l'intention est vraiment là. Bah, l'effort de dérouler l'écran, de faire le noir dans la pièce, Ça devient un rituel, hein. ça sacralise complètement le moment. Tu recrées l'expérience du cinéma chez toi. La qualité de l'expérience augmente drastiquement et le temps perdu devant l'écran, lui, il chute naturellement. C'est l'incarnation parfaite du titre « Rendre la télé exceptionnelle ». Mais bon, soyons très honnêtes, on sait comment on est. La force de l'habitude est parfois tellement ancrée en nous, le besoin de dopamine est tellement violent le soir, que certains vont quand même traverser toutes ces frictions. C'est vrai, l'addiction est forte. Pour ces cas-là, nos sources ont documenté une expérience beaucoup plus extrême. Le sevrage brutal, la méthode dure. Ouais. La tactique, c'est Tenteng. Tu débranches la télé et tu la retires physiquement de ton espace de vie pendant un mois entier. Tu la caches dans un placard, tu la descends à la cave ou tu la donnes à un pote. Je vois déjà le visage de ceux qui nous écoutent et qui ont des enfants en bas âge. Mais grave, ils doivent hurler dans leur voiture en ce moment. Cacher la télé un mois, mais c'est un suicide parental. C'est ma seule babysitter de confiance quand j'ai besoin de 20 minutes pour faire bouillir des pâtes sans qu'un gamin hurle dans mes pattes. Et c'est la résistance la plus commune et franchement la plus compréhensible. Les premiers jours de ce sevrage, ils sont affreux. La structure familiale subit un déficit de dopamine hyper violent. Le fameux vide, le silence qui rend fou. C'est ça. Le silence dans la maison peut sembler complètement assourdissant. Sauf que la psychologie comportementale nous apprend un truc essentiel. La nature a horreur du vide. Ouais, L'objectif de cette soustraction, c'est pas de se punir,
c'est d'observer, avec un peu de curiosité, comment l'ingéniosité humaine qui est libérée de la solution de facilité de l'écran va venir combler cet espace. Et c'est là que l'anecdote de Jake entre en scène, et elle illustre ça à la perfection. Jake, c'est l'un des auteurs du livre, et il raconte qu'il a dû déménager en Suisse avec sa femme et ses enfants. Un gros changement de vie. Énorme. Et au milieu du chaos des cartons et tout, ils ont pris une décision qui, attention, c'était pas une grande croisade anti-technologie au départ. Ils ont juste décidé de ne pas emporter leur télé. Un choix purement pragmatique à la base. Voilà. Ils se retrouvent dans leur nouvel appart suisse, et là où l'hôtel numérique aurait dû trôner, il y a un immense espace vide sur le mur. T'imagines la désorientation les premiers soirs ? Les petites routines rassurantes qui sont anéanties, le réflexe d'attraper une télécommande qui n'existe plus. Le mur vide, ça devait être un trou noir pour eux. Mais ce qui est captivant dans son récit, c'est la vitesse à laquelle leur niveau de tolérance à la stimulation s'est rééquilibré. C'est toujours plus rapide qu'on le croit. Sans la solution de facilité immédiate de la télé, la famille a organiquement muté. Les gosses, au lieu de s'ennuyer indéfiniment et de se plaindre, ils ont ressorti leur grosse boîte de Lego. Ils ont commencé à construire des trucs délirants ensemble. Les parents se sont remis à lire des vrais romans le soir, ou à sortir pour faire des longues marches dans la ville. Et c'est le principe même de ce qu'on appelle la désintoxication dopaminergique. En supprimant le stimulus surpuissant qui saturait leurs récepteurs H24, des activités secondaires, beaucoup plus lentes, beaucoup plus actives, ont soudainement retrouvé leur pouvoir d'attraction. Elles sont redevenues intéressantes. Exactement, et satisfaisantes. Et il faut préciser un truc important, ils se sont pas coupés du monde moderne pour autant, c'était pas les Amish. Leur consommation a juste évolué. Ils s'autorisaient à télécharger un seul et unique épisode d'une émission par semaine, et ils le regardaient tous ensemble, agglutinés autour d'un tout petit écran d'ordinateur portable. Alors que d'un point de vue purement ergonomique, regarder une vidéo en famille sur un écran de 13 pouces, c'est pas fou. C'est éclaté au sol, on va pas se mentir. Voilà. Mais sur le plan psychologique, la dynamique de la rareté a complètement transfiguré l'expérience. Cette contrainte a transformé une activité banale en l'événement le plus attendu et le plus célébré de toute leur semaine. C'était leur rituel sacré. Mais là où l'histoire de Jake devient vraiment une claque, c'est pas pendant le séjour en Suisse. C'est quand il rentre aux États-Unis quelques mois plus tard. Ah oui, le retour au pays de la consommation ? Ils avaient toutes les cartes en main, l'argent, le temps, pour filer au grand magasin du coin et se payer un écran plat de 90 pouces et reprendre leurs vieilles habitudes américaines. Et s'ils avaient fait ça, s'ils avaient remis une télé géante au centre du salon, l'architecture de la pièce aurait immédiatement réactivé les anciens circuits dans le cerveau. La flemme aurait repris le dessus. Toujours, la force de la volonté s'épuise toujours face au chemin de la moindre résistance. Donc, ils ont pris la décision de ne rien acheter. L'absence d'écran géant, qui était au départ juste un problème logistique de déménagement, c'est devenu la nouvelle norme permanente de la famille. Et quand tu lis les tons séquences de ce choix sur la vie professionnelle et personnelle de Jake, c'est juste vertigineux. Il explique avec une clarté désarmante à quel point cette absence d'écran a libéré son énergie créative. Ah mais ça libère un espace mental dingue. C'est ça. Il dit en gros que quand on passe 3 heures par soir affalé passivement devant une série, notre espace mental est colonisé. Il est saturé par les idées des scénaristes, par l'esthétique des réalisateurs, par les dramas des personnages. Il n'y a plus de place pour nous. C'est une intrusion consentie. Et en supprimant cet afflux constant, toute cette énergie mentale lui a été rendue. C'est ça qui lui a permis de trouver le temps et surtout la clarté d'esprit pour écrire ses propres bouquins, pour faire avancer ses projets pro et surtout pour être véritablement présent avec ses gamins. Pas juste être assis à côté d'eux dans le noir. Exactement. Et cette réflexion, elle touche au cœur de la neurobiologie de la créativité, non ? Complètement. L'esprit humain a un besoin vital de jachère. Si notre cerveau est bombardé en permanence par des stimulations externes hyper étudiées pour le captiver, il n'a aucune raison de générer sa propre stimulation interne. Il n'en a même plus la place. L'imagination a besoin de vide. L'idéation, l'introspection, ou même juste la capacité à résoudre des problèmes un peu complexes, ça exige des moments de vide. Or, notre époque a déclaré une guerre totale au vide. On a complètement diabolisé l'ennui. Je veux dire, depuis l'arrivée des smartphones, l'idée même de ne rien faire, juste d'exister dans une pièce, c'est devenu source d'angoisse. On est terrifié par le silence. On supporte plus la moindre microseconde de vide. T'attends 10 secondes que la boulangère te rende la monnaie, tu dégaines le téléphone. Il y a un petit blanc de 15 secondes dans la conversation du salon. Quelqu'un allume un écran. L'espace vide est traité comme un bug qu'il faut corriger d'urgence.
Et c'est pour ça que récupérer ces fameuses 4,3 heures de télé par jour, ce n'est pas qu'une petite équation mathématique de productivité. C'est pas juste un truc de hustle culture ou de coaching bidon. Pas du tout. Il ne s'agit pas de cocher plus de cases sur une to-do list, il s'agit de récupérer de la bande passante cognitive pure. C'est regagner le droit fondamental de s'entendre penser. De se retrouver soi-même. C'est l'essence même de cette tactique. Faire taire le vacarme artificiel pour pouvoir enfin diriger sa propre énergie vers ce qui a une vraie résonance pour nous. Que ce soit de lancer un grand projet de vie, de s'occuper de sa famille, ou juste la simple contemplation d'un moment de calme. C'est prodigieux, vraiment. On a commencé cette discussion en parlant de faire pivoter un canapé IKEA de 90 degrés et on se retrouve à explorer l'importance existentielle de l'ennui et la décolonisation de notre espace mental. C'est le pouvoir des petits ajustements de l'environnement. Et ce que j'adore, c'est que c'est pas du tout le serment moralisateur habituel, le fameux « la télé rend bête, regardez Arte ». C'est plutôt une prise de conscience super brutale sur la façon dont on a en fait cédé l'architecture intime de nos foyers et par extension la liberté de notre esprit à un espèce d'objet de diffusion massive. Ce qui, je trouve, ouvre une très belle voie pour une petite expérience de pensée. Un petit défi inconfortable que chacun peut tenter là, dès ce soir. Ah, j'aime bien les défis, vas-y. Imaginez la scène pour ce soir. La journée est finie, la fatigue s'installe dans les jambes, et cette pulsion super familière, tu sais, ce réflexe de chercher la télécommande pour combler le petit silence gênant du salon, ça commence à monter. Le petit frisson pavlovien. Voilà. Et si, à cet instant très précis, on choisissait juste de suspendre le geste? Et si on s'imposait de s'asseoir sur ce canapé, dans cette configuration, et de s'autoriser à ressentir l'ennui, mais vraiment pendant 5 minutes ininterrompues? Waouh! Juste 5 minutes de silence total. Sans écran, sans musique en fond, sans scroller sur Insta, sans même un bouquin pour se rassurer. Juste laisser l'inconfort du vide s'installer pour observer un peu ce qui remonte à la surface. Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.